Imaginez un instant, un bus rempli de 42 pèlerins qui disparaît sans laisser de traces sur une route isolée. Aucun indice, aucun survivant apparent. Pendant 30 longues années, les familles ont vécu dans le doute et la douleur. Puis un jour de juillet 2015, tout a changé. Cela se passait pendant la saison sèche de juillet 1985. La chaleur écrasante de l'été brésilien s'abattait sur les routes sinueuses de l'état de Bahia. Un vieux bus Scania de couleur bleu et blanc avançait lentement sur la route BR 430, transportant 42 pèlerins vers le sanctuaire de Bom Jesus da Lapa. Les passagers étaient principalement des familles de la petite ville de Barreiras, des agriculteurs, des enseignants, des commerçants, tous unis par une foi profonde et le désir de participer à la grande fête religieuse annuelle. Le chauffeur du bus, Antonio Severino, était connu comme un homme calme de 52 ans qui conduisait sur cette route depuis plus de 20 ans. Maria Conceição da Silva, une institutrice de 34 ans, avait organisé ce pèlerinage annuel. Elle avait emmené sa fille Isabella, âgée de 7 ans. Le père Roberto Nascimento, un prêtre respecté de la communauté, accompagnait le groupe pour les guider spirituellement pendant leur voyage sacré. La famille Oliveira au complet était présente. Le grand-père João, la grand-mère Helena, leurs 3 fils et leurs petits-enfants. 3 générations unies dans la foi. Le matin du départ, les pèlerins se sont réunis devant l'église principale de Barreiras. Les familles se sont embrassées. Des larmes de joie coulaient. Des promesses de ramener des souvenirs bénis ont été échangées. Personne ne pouvait imaginer que ces adieux seraient les derniers pour beaucoup. Le bus a quitté Barreiras à 6 heures du matin. Le soleil commençait à peine à illuminer le ciel. Selon le plan de voyage, il devait arriver à Bom Jesus da Lapa avant la tombée de la nuit. Le trajet prévoyait une pause déjeuner dans la petite ville de Riacho de Santana aux alentours de midi. À 11h30, le bus a été aperçu passant par le village de Serra do Ramalho. Des témoins ont plus tard confirmé avoir vu le véhicule bleu et blanc avec son logo distinctif de la compagnie Viaço Nordeste. Le chauffeur a même klaxonné en saluant quelques villageois sur la place principale. Ce fut la dernière fois que quelqu'un a vu le bus des pèlerins. À 18h ce même jour, l'inquiétude a commencé à grandir parmi les organisateurs du festival religieux. Le bus n'aurait pas dû avoir plus d'1 heure de retard. Les premières tentatives de contact sont restées sans réponse. Les téléphones portables n'existaient pas à cette époque. La radio du bus restait silencieuse. Les autorités ont été alertées vers 20 heures. Une recherche préliminaire a été lancée le long de la route principale. Rien n'a été trouvé. Aucune trace d'accident, aucun débris, aucun signe de pneu dérapant hors de la route. Le lendemain matin, une opération de recherche plus importante a été organisée. Pendant 7 jours consécutifs, la police, les pompiers et des centaines de volontaires ont parcouru chaque kilomètre de la route et des chemins secondaires environnants. Des hélicoptères ont survolé la région, des équipes ont descendu les ravins accessibles, des plongeurs ont exploré les petites rivières et les réservoirs. Le résultat est resté le même, rien. Comment un bus entier avec 42 personnes pouvait-il simplement disparaître sur une route nationale? La question a hanté les enquêteurs. Des théories ont commencé à circuler. Un détournement, un accident dans une zone très isolée, une fuite collective volontaire, ou même des explications surnaturelles dans cette région imprégnée de croyances religieuses et de superstitions. Certains ont commencé à parler d'un enlèvement divin, d'une ascension miraculeuse. Les familles des disparus ne pouvaient accepter aucune de ces explications. Sang et corps, sans preuves concrètes, sans adieu, comment faire leur deuil, comment continuer à vivre avec cette incertitude déchirante. Malgré des recherches périodiques renouvelées au cours des années suivantes, le mystère du bus des pèlerins est resté entier. Les dossiers sont devenus jaunis dans les archives de la police. Les articles de journaux ont été rangés dans des bibliothèques. Et lentement, le monde extérieur a commencé à oublier. Mais pas les familles,
Jamais les familles. Les années ont passé avec une lenteur cruelle pour ceux qui attendaient toujours des réponses. Une décennie, puis deux. Les anniversaires de la disparition étaient marqués par des messes spéciales à Barreiras. Des bougies étaient allumées, des prières étaient murmurées. L'espoir diminuait, mais ne disparaissait jamais complètement. Pendant que le monde extérieur continuait sa course effrénée, que le Brésil connaissait des changements politiques majeurs, que la technologie transformait la vie quotidienne, 42 âmes avaient été effacées des registres officiels des vivants sans jamais être confirmées parmi les morts. La mère d'Isabella, Maria Conceição, est décédée en 2008 sans jamais connaître le sort de sa fille. Sur son lit de mort, elle tenait encore la poupée préférée de son enfant, attendant un retour qui ne viendrait pas. Du moins, et pas de son vivant. Ce que personne ne savait, c'est que pendant ces 30 années, à seulement 12 kilomètres de la route principale, derrière une dense végétation et au fond d'un ravin escarpé de 50 mètres, une réalité parallèle s'était développée. Une réalité née de la folie d'un seul homme et maintenue par la peur, l'isolement et progressivement par une foi déformée. Ce qui s'est réellement passé ce jour de juillet 1985 dépasse l'imagination des enquêteurs, les plus expérimentés. Antonio Severino, le chauffeur de bus, avait commencé à montrer des signes de comportement étranges quelques mois avant le pèlerinage. Sa femme avait remarqué qu'il passait des heures à lire la Bible, soulignant des passages sur l'Apocalypse et la fin des temps. Il parlait de visions nocturnes, de voix qui lui ordonnaient de préparer les élus pour la nouvelle Jérusalem. Ces changements subtils n'avaient pas suffi à alarmer son entourage. Dans une communauté profondément religieuse, une dévotion accrue n'était pas nécessairement considérée comme problématique. Personne n'a fait le lien entre ces nouveaux comportements et le grave accident de la route qu'il avait subi 6 mois auparavant, causant probablement des lésions cérébrales non diagnostiquées. Le jour fatidique, après avoir passé Cerrado, Ramalho, Antonio a soudainement quitté la route principale. Il a annoncé aux passagers surpris qu'il avait reçu une révélation divine, que Dieu lui avait parlé directement, que le monde tel qu'il le connaissait était sur le point de s'arrêter, que seuls les 42 passagers avaient été choisis pour survivre à l'apocalypse imminente. Certains passagers ont protesté. Le père Roberto a tenté de raisonner avec lui. 2 hommes ont essayé de prendre le contrôle du bus, mais Antonio avait prévu cette résistance. Il avait verrouillé la porte du chauffeur et installé une séparation improvisée. Il a menacé de précipiter le bus dans un ravin si quelqu'un tentait de l'arrêter. Pendant près de 2 heures, il a conduit sur des chemins de terre de plus en plus étroits, s'enfonçant dans une région isolée connue sous le nom de Val do Esquecimento, la vallée de l'oubli. Un territoire aux formations rocheuses labyrinthiques, parsemé de grottes et recouvert d'une végétation dense. Un endroit que même les habitants locaux évitaient, nourri de légendes sur des disparitions inexpliquées. Dans un virage particulièrement serré, le bus a dérapé. Il a plongé dans un ravin, heurtant plusieurs arbres, avant de s'immobiliser 50 mètres plus bas. Miraculeusement, la chute a été amortie par la végétation dense. 7 passagers sont morts sur le coup. 5 autres ont succombé à leurs blessures dans les jours suivants, sans soins médicaux appropriés. Les survivants, terrifiés, blessés et désorientés, se sont retrouvés sous l'emprise totale d'Antonio. Il a interprété la survie du groupe comme une confirmation divine de sa mission. La chute du bus était le début de la fin du monde extérieur. Leur isolement était une protection contre l'apocalypse qui se déroulait au dehors. À moins d'1 kilomètre du lieu de l'accident, Antonio a découvert un réseau de grottes naturelles. Il a forcé les survivants à s'y installer, affirmant que c'était leur arche de survie, leur nouvelle Jérusalem. Avec une autorité rendue incontestable par le choc et la terreur, il a organisé cette nouvelle communauté selon ses visions délirantes. Les premières semaines ont été les plus difficiles. La faim, la douleur, le désespoir. Certains ont tenté de s'échapper. 3 sont morts en essayant de grimper les parois abruptes du ravin. 2 autres se sont perdus dans la végétation et n'ont jamais été retrouvés.
Antonio a établi des règles strictes. Personne ne devait tenter de retourner vers le monde extérieur, désormais considéré comme corrompu et détruit. Toute tentative d'évasion serait punie. Il a organisé des prières quotidiennes où il partageait ses nouvelles révélations. Progressivement, certains survivants traumatisés ont commencé à croire à ses prophéties. Pour survivre, la communauté a dû apprendre à vivre des ressources locales. Ils ont développé des techniques de chasse et de cueillette. Ils ont identifié les plantes comestibles. Ils ont créé un système de récupération d'eau de pluie. Dans les grottes disposant d'un peu de lumière naturelle, ils ont même commencé à cultiver quelques légumes. Avec le temps, une hiérarchie sociale s'est formée. Antonio au sommet, en tant que prophète et messager de Dieu. Puis, un conseil de fidèles, ceux qui avaient totalement adhéré à sa vision. Ensuite, les travailleurs, qui assuraient la survie quotidienne de la communauté. Et enfin, les douteurs, ceux qui n'ont jamais vraiment cru, mais qui étaient trop affaiblis ou effrayés pour résister. Les années ont passé. Les enfants présents, lors de l'accident, ont grandi dans cet environnement isolé. Isabella, la petite fille de Maria, est devenue une jeune femme. Des couples se sont formés. De nouveaux enfants sont nés dans les grottes, des enfants qui n'ont jamais connu le monde extérieur. Pour eux, les histoires de ville, d'école, de télévision semblaient aussi fantastiques que les contes de fées. En 2003, Antonio est tombé gravement malade. Mais même à l'approche de la mort, son emprise sur la communauté est restée forte. Il a prédit que son corps ne se décomposerait pas après sa mort, preuve ultime de sa connexion divine. Quand il est décédé, ses fidèles les plus dévoués ont appliqué des techniques de momification rudimentaires qu'il avait lui-même détaillées. Son corps préservé est devenu un objet de vénération, placé dans une alcôve spéciale de la grotte principale. Carlos Nascimento, le fils du père Roberto, a pris la succession spirituelle. Âgé de 8 ans lors de l'accident, il avait grandi complètement endoctriné. Il a continué à interpréter les prophéties d'Antonio, ajoutant ses propres révélations. Sous sa direction, la communauté s'est repliée encore davantage sur elle-même. Pendant que cette société parallèle évoluait dans l'isolement, le monde extérieur continuait d'exister. Les recherches officielles avaient cessé depuis longtemps. Le mystère du bus disparu était devenu une légende locale, une histoire que l'on racontait aux touristes de passage. Et puis, un jour de juillet 2015, exactement 30 ans après la disparition, le hasard a décidé de lever le voile sur ce secret bien gardé. Eduardo Gomes, un garde routier de 43, en n'avait aucun lien avec le mystère du bus des pèlerins. Né à Salvador, il avait été affecté à ce tronçon de la BR 430 seulement 2 ans auparavant. Il connaissait vaguement l'histoire de la disparition, comme tous les habitants de la région, mais n'y avait jamais prêté une attention particulière. Ce matin de juillet 2015, Eduardo patrouillait le long de la route, après de fortes pluies qui avaient causé plusieurs glissements de terrain mineurs. Son travail consistait à vérifier l'état de la chaussée et à signaler tout danger potentiel. Rien d'extraordinaire dans sa routine quotidienne. À environ 20 km de Serra do Ramalho, il a remarqué des traces de pneus récentes menant vers un chemin de terre à peine visible. Pensant qu'il s'agissait peut-être d'un véhicule en difficulté à cause des intempéries, il a décidé de suivre ces traces. Le chemin devenait de plus en plus étroit, envahi par la végétation. Eduardo a dû continuer à pied après quelques centaines de mètres. Il a noté que des branches avaient été récemment coupées, formant une sorte de sentier rudimentaire. Quelqu'un était passé par là il y a peu. Après environ 30 minutes de marche, il est arrivé au bord d'un ravin. De là, il a aperçu quelque chose d'étonnant dans le paysage naturel. Une forme géométrique, partiellement recouverte de lianes et de mousse. En plissant les yeux, il a distingué ce qui ressemblait à des restes métalliques. Un véhicule, ancien, presque entièrement absorbé par la nature. La descente était périlleuse. Eduardo a utilisé les arbres et les rochers comme point d'ancrage. Son cœur battait plus fort à chaque pas. Une intuition inexplicable lui disait qu'il approchait de quelque chose d'important.
En atteignant l'épave, la réalité l'a frappé comme un coup de poing. Malgré la rouille et la végétation, il pouvait encore distinguer la couleur bleue et blanche, et sur un morceau de tôle moins endommagé, des lettres à moitié effacées. Viassan nord-est. La découverte était déjà extraordinaire en paysandien, soit. Mais ce qui a suivi a dépassé tout ce qu'Eduardo aurait pu imaginer. En explorant les alentours de l'épave, il a remarqué des signes d'activité humaine récente. Des empreintes de pas, des branches cassées intentionnellement. Un chemin, à peine visible, menant plus profondément dans la vallée. Sa formation lui dictait de retourner chercher des renforts, de signaler sa découverte. Mais la curiosité l'a emporté. Il a suivi le chemin improvisé pendant environ 20 minutes. Puis, il les a vus, 2 hommes vêtus de vêtements étranges, faits de peaux d'animaux et de tissus usés méconnaissables. Ils transportaient ce qui semblait être des fruits sauvages dans des paniers rudimentaires. Eduardo est resté figé, les hommes également. Le temps ceste suspendu dans cette confrontation silencieuse entre 2 mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Les hommes ont lâché leurs paniers et sont enfuis. Eduardo les a suivis, les appelant en vain. Ils ont disparu dans ce qui semblait être l'ouverture d'une grotte, camouflée par la végétation. À l'entrée de la grotte, Eduardo a hésité. Il a sorti sa radio pour appeler des renforts, mais le signal était inexistant dans ce terrain accidenté. Il a pris une décision qui allait changer sa vie et celle de nombreuses autres personnes. Il est entré dans la grotte. Ce qu'il a découvert à l'intérieur l'a laissé sans voix. Un véritable village souterrain. Des espaces aménagés, des feux contrôlés, des zones de couchage, des outils rudimentaires et des gens, des hommes, des femmes et des enfants qui le regardaient avec un mélange de terreur et d'étonnement. Eduardo se tenait face à la communauté des survivants du bus des pèlerins, disparu 30 ans auparavant, et face à une génération née dans les grottes qui n'avait jamais vu le monde extérieur. La vérité allait enfin émerger des profondeurs de cette vallée oubliée. Le choc a été mutuel. Pour Eduardo, découvrir cette communauté isolée, vivant comme des primitifs modernes. Pour les habitants des grottes, voir apparaître un étranger portant un uniforme inconnu, parlant de choses incompréhensibles pour beaucoup. Eduardo a été immédiatement entouré par des hommes méfiants, brandissant des lances rudimentaires. Une femme plus âgée s'est avancée. Elle a fait un geste pour calmer les autres. Elle a observé Eduardo attentivement, puis a prononcé des mots qui l'ont glacé. Elle lui a dit qu'elle s'appelait Sofia Oliveira, qu'elle était dans ce bus il y a 30 ans, qu'elle avait 12 ans à l'époque, qu'elle n'avait jamais oublié le monde extérieur malgré les enseignements du prophète. Sofia a emmené Eduardo plus profondément dans le réseau de grottes. Ils ont traversé des tunnels éclairés par des torches et des ouvertures naturelles dans la roche. Ils ont passé des zones de culture où des plantes poussaient sous de rares rayons de soleil, filtrant à travers des fissures. Ils ont vu des systèmes ingénieux de collecte d'eau, des espaces dédiés à différentes activités, une organisation sociale complète. Dans la plus grande des cavernes, Eduardo a découvert avec horreur le corps momifié d'Antonio Severino, préservé dans une alcôve surélevée. Des offrandes étaient disposées autour de lui. Des gravures rudimentaires ornaient les murs, illustrant ses prophéties. Sofia a raconté toute l'histoire à Eduardo. Comment Antonio avait progressivement sombré dans la folie. Comment il avait convaincu ou forcé les survivants à rester. Comment, avec le temps, certains avaient fini par croire sincèrement à ses prophéties. Comment les enfants nés dans les grottes n'avaient jamais connu d'autres réalités. La communauté comptait désormais 31 personnes. Ces survivants originels du bus, dont certains étaient de jeunes enfants à l'époque, et 15 personnes nées dans les grottes, âgées de quelques mois à 26 ans. Les plus âgés des survivants originels avaient maintenant plus de 70 ans. Beaucoup étaient morts au fil des années. Des maladies non traitées, des accidents, des complications lors d'accouchements. Leurs corps reposaient dans une grotte dédiée, leur tombeau collectif.
Sofia a expliqué que la communauté était divisée. Certains, comme elle, avaient toujours gardé l'espoir de retrouver un jour le monde extérieur. D'autres, complètement endoctrinés, considéraient le monde extérieur comme le royaume de l'Antéchrist. Pour eux, leur isolement était une bénédiction divine, une protection contre l'Apocalypse qui avait supposément détruit la civilisation. Carlos Nascimento, maintenant âgé de 38 ans, était le chef spirituel de ce second groupe. Il dirigeait la communauté avec une autorité absolue, interprétant les prophéties d'Antonio selon ses propres visions. Sa parole était considérée comme sacrée par ses fidèles. Eduardo a rencontré Isabella, maintenant une femme de 37 ans. Elle lui a parlé de sa mère, Maria, de ses souvenirs de plus en plus flous de leur vie avant l'accident. Elle lui a montré le petit médaillon qu'elle portait toujours, dernière connexion avec son passé. Les enfants nés dans les grottes présentaient des caractéristiques physiques troublantes. Une pâleur extrême, des yeux hypersensibles à la lumière, des troubles de la croissance. Certains n'avaient jamais vu le soleil, vivant exclusivement dans les zones les plus profondes des grottes. Mariana, une jeune femme de 24 ans née dans les grottes, a expliqué à Eduardo comment elle imaginait le monde extérieur. Ses visions étaient un mélange étrange des récits fragmentés des aînés et des enseignements déformés de Carlos. Pour elle, les villes étaient des lieux mythiques, comme les cités d'or des légendes anciennes. Les plus jeunes ne parlaient même pas le portugais standard, mais un dialecte dérivé, mélangé à un système de communication propre à la communauté. Certains mots désignaient des concepts qui n'existaient que dans leur monde souterrain. Eduardo a compris qu'il faisait face à une situation extraordinairement complexe. Ces personnes n'avaient pas simplement disparu. Elles avaient créé une société parallèle, avec ses propres règles, croyances et mécanismes de survie. Les ramener brutalement à la réalité moderne pourrait causer un choc culturel dévastateur. La nuit approchait. Eduardo savait qu'il devait retourner à son véhicule avant la tombée du jour. Sofia l'a supplié de revenir avec de l'aide, de les libérer de cet isolement forcé, de permettre à ceux qui le souhaitaient de retrouver leur famille. Mais elle l'a aussi averti. Carlos et ses fidèles ne se laisseraient pas facilement arracher à leur sanctuaire. Pour eux, l'arrivée d'Eduardo n'était qu'une épreuve envoyée par le diable, une tentative de corruption des élus. Avant de partir, Eduardo a été secrètement approché par 2 adolescents nés dans les grottes. Ils lui ont demandé de décrire les villes, les voitures, la télévision. Leurs yeux brillaient d'une curiosité féroce pour ce monde qu'ils n'avaient jamais vu. Eduardo a quitté les grottes avec une promesse. Il reviendrait, avec de l'aide. Il ne les abandonnerait pas une seconde fois à leur sort. En remontant vers la route, son esprit tourbillonnait. Comment expliquer l'inexplicable? Comment faire comprendre au monde ce qu'il venait de découvrir? Comment préparer les familles des disparus à une vérité plus étrange que toutes les théories imaginées pendant ces 30 années? Eduardo a immédiatement alerté ses supérieurs après être revenu à son véhicule. Sa découverte a d'abord été accueillie avec scepticisme. Comment une communauté entière aurait-elle pu vivre si près d'une route nationale pendant 30 ans sans jamais être détectée? Une équipe composée de policiers, de médecins et de psychologues a été rapidement constituée. Le lendemain matin, guidés par Eduardo, ils ont atteint les grottes. L'approche a été planifiée avec une extrême précaution. Le risque que la communauté, paniquée par cette intrusion massive, ne se replie plus profondément dans les grottes ou ne réagisse violemment était réel. Comme prévu, la réaction a été divisée. Sofia et son groupe ont accueilli les secours avec soulagement et émotion. Carlos et ses fidèles se sont retranchés dans les zones les plus profondes, refusant tout contact avec ces envoyés de l'Antéchrist. Les premiers examens médicaux ont révélé l'état de santé préoccupant de nombreux membres de la communauté. Malnutrition chronique, carence vitaminique sévère, problèmes dentaires, infections non traitées, troubles oculaires chez ceux nés dans l'obscurité. Certains présentaient des pathologies jamais observées auparavant, résultant de leur environnement unique.
La nouvelle de la découverte s'est répandue comme une traînée de poudre. Les médias nationaux et internationaux se sont précipités à Bahia. Les familles des disparus, celles qui avaient encore des membres en vie, ont convergé vers un centre d'accueil spécialement établi dans la ville la plus proche. Les retrouvailles ont été des moments d'une intensité émotionnelle indescriptible. Des frères et sœurs qui ne s'étaient pas vus depuis 30 ans. Des parents âgés rencontrant des enfants qu'ils avaient pleurés comme morts. Des cousins découvrant des parents dont ils avaient seulement entendu parler dans les histoires familiales. Isabella a appris que sa mère était décédée 7 ans auparavant. Elle a fondu en larmes en tenant la poupée que sa mère avait gardée jusqu'à son dernier souffle. Son oncle, maintenant un vieil homme de 75 ans, l'a serrée dans ses bras pendant des heures, incapable de croire au miracle. Pour les enfants nés dans les grottes, la transition a été traumatisante. Leur première exposition à la lumière du jour a dû être soigneusement gérée. Le bruit des véhicules, la multitude de nouvelles odeurs, la foule. Tout était source d'angoisse et de fascination mêlée. Mariana, en voyant son reflet dans un miroir pour la première fois, est restée figée pendant plusieurs minutes. Le concept même de son apparence physique était nouveau pour elle. Sa première douche chaude l'a fait pleurer de stupéfaction. Les plus jeunes enfants ont été terrorisés par les téléphones portables, les croyant possédés par des esprits parlants. Le simple fait d'allumer une lumière électrique semblait pour eux un acte de magie incompréhensible. Quant à Carlos et ses fidèles les plus dévoués, la situation a été plus complexe. Après 3 jours de négociations menées par des spécialistes en déradicalisation religieuse, ils ont finalement accepté de quitter les grottes. Mais leur intégration s'est révélée extrêmement difficile. Pour eux, chaque aspect du monde moderne confirmait les prophéties d'Antonio sur la corruption du monde extérieur. Des débats éthiques et juridiques ont rapidement émergé. Carlos était-il responsable de la continuation de l'isolement forcé après la mort d'Antonio? Les survivants originels qui avaient participé à la perpétuation du mensonge devaient-ils être considérés comme complices ou comme victimes? Quel statut légal pour les personnes nées dans les grottes qui n'avaient jamais été enregistrées officiellement? Les autorités ont finalement choisi une approche humanitaire plutôt que punitive. Des identités légales ont été créées et pour les enfants nés dans les grottes. Des programmes spéciaux d'éducation et d'intégration ont été mis en place. Un soutien psychologique intensif a été fourni à tous les membres de la communauté. L'état de santé de certains des plus âgés, déjà fragiles, s'est rapidement détérioré face au choc de la réintégration. 3 des survivants originels sont décédés dans les semaines suivant leur retour à la civilisation. Leurs corps ont été enterrés selon les rites catholiques, avec les cérémonies qu'ils n'avaient pas pu recevoir pendant 30 ans. Le corps momifié d'Antonio a été récupéré et examiné. L'autopsie a confirmé les soupçons d'Eduardo. Antonio souffrait d'une tumeur cérébrale massive qui avait probablement causé ses délires mystiques et son comportement psychotique, une tragédie médicale à l'origine d'une tragédie humaine collective. Le bus rouillé a été extrait du ravin dans une opération complexe. Il a été placé dans un mémorial spécial à Barreiras, témoignage silencieux de cette histoire extraordinaire de survie et d'endoctrinement. 6 mois après leur découverte, les survivants suivaient des chemins divergents. Certains ont choisi de retourner vivre avec leur famille d'origine. D'autres, trop institutionnalisés par leur vie dans les grottes, ont préféré rester ensemble dans un centre communautaire spécialement aménagé. Les plus jeunes montraient une capacité d'adaptation remarquable, absorbant les connaissances du monde moderne avec une soif insatiable. Carlos, après un traitement psychiatrique intensif, a progressivement commencé à remettre en question les croyances qui avaient défini toute sa vie. La culpabilité l'a submergé quand il a réalisé comment il avait contribué à maintenir des personnes en captivité, des personnes qui auraient pu avoir une vie normale, des enfants qui auraient pu grandir sous le soleil.
Un an après la découverte, une cérémonie commémorative a réuni tous les survivants, leurs familles et les représentants des familles de ceux qui étaient décédés dans les grottes. Une plaque portant les noms des 16 personnes mortes pendant ces 30 années d'isolement a été dévoilée. Pour la première fois, ces morts avaient une reconnaissance officielle, une existence validée par le monde extérieur. Isabella a découvert que sa vocation était d'aider d'autres personnes ayant vécu des traumatismes. Elle a commencé des études de psychologie, malgré son âge et ses lacunes éducatives. Son expérience unique lui donnait une perspective que nul autre thérapeute ne pouvait offrir. Sophia est devenue une conférencière recherchée, partageant son histoire extraordinaire pour sensibiliser sur les dangers des manipulations psychologiques et de l'isolement social. Son témoignage a contribué à la mise en place de nouveaux protocoles de recherche pour les personnes disparues au Brésil. Mariana, fascinée par la technologie qu'elle découvrait, s'est révélée exceptionnellement douée pour l'informatique. En 2 ans seulement, elle a rattrapé des décennies de connaissances et est devenue programmeuse. Elle développe maintenant des applications destinées à aider les personnes issues de communautés isolées à s'intégrer dans la société moderne. Quant à Eduardo, le garde routier devenu héros national, bien malgré lui, il a refusé toutes les offres médiatiques et les propositions de livres sur son rôle dans cette découverte. Il a simplement déclaré avoir fait son devoir. Il est resté en contact étroit avec plusieurs des survivants, devenant pour certains une figure paternelle qui les guidait dans leur nouvelle vie. Les grottes qui avaient servi de foyer forcé pendant 3 décennies ont été scellées par les autorités. Trop de curieux et de chasseurs de sensations fortes tentaient d'y accéder. Mais avant la fermeture, chaque survivant a eu l'opportunité d'y retourner une dernière fois, pour faire ses adieux à ce lieu de souffrance et de survie. 10 ans se sont écoulés depuis la découverte de la communauté des grottes. Le monde a continué sa course effrénée, de nouvelles technologies, de nouvelles crises politiques, de nouvelles célébrités. Mais pour les survivants et leurs familles, le temps a une autre dimension, celle de la guérison, celle de la reconstruction. Chaque année, à la date anniversaire de leur retour à la civilisation, les survivants se réunissent à Barreiras. Ils se recueillent devant le mémorial du bus. Ils partagent leurs expériences d'intégration, leurs victoires, leurs difficultés persistantes. Ces réunions sont devenues un rituel de guérison collective. Les enfants nés dans les grottes se sont intégrés à divers degrés. Certains ont complètement embrassé la vie moderne, surmontant les obstacles éducatifs et sociaux avec une résilience remarquable. L'autre lutte encore avec des séquelles psychologiques profondes, des troubles anxieux, des difficultés d'adaptation, la peur des espaces ouverts ou des foules. Un documentaire réalisé 5 ans après leur découverte a remporté des prix internationaux, pas pour son sensationnalisme, mais pour sa sensibilité à capturer la complexité de leur expérience. La dignité avec laquelle ces personnes reconstruisaient leur vie brisée. Les témoignages des survivants ont ému le monde entier. Le corps d'Antonio Severino a été finalement inhumé dans un cimetière anonyme, loin des regards. Sa famille, d'origine accablée par la honte et le chagrin, a demandé cette discrétion. L'homme qui avait créé cette tragédie par sa folie n'était lui-même qu'une victime d'une maladie non diagnostiquée. Une tragédie dans la tragédie. Des études scientifiques continuent d'analyser les adaptations physiologiques des personnes nées dans les grottes, leur sensibilité visuelle unique, leur système immunitaire particulier, leurs troubles du sommeil persistants. Ces recherches ont contribué à une meilleure compréhension de l'adaptabilité humaine dans des conditions extrêmes. Isabella a fondé un centre d'aide pour les victimes de manipulations psychologiques. Elle y accueille des personnes sorties de sectes, de relations coercitives ou d'autres formes d'isolement forcé. Sa propre expérience informe son approche thérapeutique, empreinte d'une empathie que seule une survivante peut offrir. Les plus jeunes enfants nés dans les grottes, maintenant adolescents ou jeunes adultes, portent toujours en eux une dualité identitaire.
Ils naviguent entre le monde souterrain de leur enfance et la réalité contemporaine de leur vie actuelle. Cette dualité, d'abord perçue comme un handicap, est progressivement devenue une force, une perspective unique sur la condition humaine. Eduardo Gomes, désormais retraité, a écrit un livre sobre sur son expérience, non pas pour exploiter le sensationnalisme de l'affaire, mais pour réfléchir sur le hasard qui change des vies, sur la responsabilité de ceux qui découvrent des vérités cachées, sur l'importance de ne jamais abandonner la recherche des disparus. La leçon la plus profonde de cette histoire extraordinaire reste peut-être celle-ci: la résilience humaine face à l'adversité, la capacité de créer des liens significatifs même dans les circonstances les plus extrêmes, et le besoin fondamental de liberté qui persiste même après des décennies de confinement physique et mental. Dans les écoles de la région, l'histoire du bus des pèlerins est maintenant enseignée, non comme une curiosité macabre, mais comme une étude sur les dangers du fanatisme et de l'isolement, et aussi comme un témoignage de l'espoir qui refuse de mourir, même dans les ténèbres les plus profondes. Les derniers mots reviennent peut-être à Mariana lors d'une interview pour les 10 ans de leur retour. Elle a simplement dit « Je suis née dans les ténèbres, convaincue que c'était tout ce qui existait. Maintenant, je sais que la lumière est toujours là, quelque part. Il suffit parfois d'un regard extérieur pour nous aider à la retrouver. »